Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Les mouvements sociaux touchent notamment le secteur de l'éducation, le domaine médical, la justice, entre autres. Quel impact sur l'économie malienne? Cette situation inquiétante laisse perplexes certains citoyens. Pour parler de ce sujet, nos invités sur ce plateau, professeur Abdoulaye Niang du Centre de recherche Séné, Khalid Dombélé du Centre de recherche d'analyse politique, économique et sociale, Ali Tunkara, sociologue. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Depuis un certain temps, le Mali fait face à une grogne sociale. Les enseignants, les médecins, les collectivités territoriales, entre autres. Nous ouvrons les débats avec vous, professeur Niang. Selon vous, quelle est la cause de la multiplication de ces mouvements? Bon, en réalité, le Mali est dans une situation d'instabilité. Le Mali est dans une crise sociale qui est telle que les manifestations sont nombreuses. Et si vous prenez par exemple la grève des magistrats, qui demandait 2 milliards pour pouvoir continuer à travailler, et ce qu'ils ont mis comme temps dehors a causé énormément de pertes à la population. Des pertes non seulement financières, mais surtout des pertes sur le plan social. Combien de gens sont en prison alors qu'ils ne devaient pas être en prison? Combien de bébés sont nés alors qu'ils n'ont pas pu avoir leur papier au moment opportun? Ça va venir. Mais pourquoi avoir un tel délai dans sa livraison? Ils veulent avoir de l'argent, mais en même temps, ils font perdre de l'argent et à l'État et aux contribuables. Si je reste toujours avec les magistrats qu'on a rencontrés 2 fois pour arrêter de la grève, le fait que même eux, ils ont signalé qu'il y avait 3,5 milliards qui se promenaient quelque part, mais il a fallu, positivement cette fois-ci, il a fallu la grève pour qu'on sache que 3,5 milliards sont partis ailleurs. Bon, si on peut aller les chercher maintenant, puisqu'ils ont commencé à travailler depuis aujourd'hui, je crois. S'ils peuvent nous dire maintenant où se trouve cet argent-là pour qu'on puisse le chercher, ce n'était pas mauvais en ce moment la grève des magistrats. Bon, c'était tout juste une sorte de boutade. Oui. Mais sinon, l'impact sur l'économie est réel, parce que si tu es à un poste de travail et que tu ne le fais pas, mais c'est une source de perte immense. Sinon, ça voulait dire simplement que vous étiez en surnombre et que vous n'avez pas votre place dans la fonction, ou à l'usine, ou au travail, ou dans les services. Donc, oui, il y a beaucoup de ramifications, beaucoup de pertes du point de vue économique, mais ce qui est à craindre beaucoup plus, c'est que si ces grèves se multiplient, on peut aller au syndrome de Moussa Traoré. Et là, ce n'est pas uniquement la perte d'argent, mais c'est d'avoir encore une deuxième journée de martyrs, et avec des pertes humaines extraordinaires. Mais selon vous, qu'est-ce qui explique cette multiplication-là? Bon, vous savez, ce que les gens gagnent aujourd'hui comme salaire, ce n'est pas suffisant. Pas du tout. Vous ne pouvez pas payer 150 000 ou 200 000 francs peut-être à un médecin ou bien à un professeur. Non, tous ces gens-là qui sont là, les jeunes-là, ils ont droit à avoir plus de millions, sinon plusieurs millions de salaires par mois. Mais on nous confine dans un salaire qui ne permet pas d'avoir une vie décente. Vous ne pouvez pas avoir une vie décente quand vous avez quelque chose qui ne vous permet pas d'avoir de l'électricité comme il faut, de l'eau comme il faut, de la nourriture comme il faut, et vos enfants qui ne peuvent pas aller dans les meilleures écoles possibles. Bon, qu'est-ce que vous faites? Vous manifestez de temps en temps. Mais la plupart des cas, on peut dire aussi qu'ils regardent les députés, par exemple, qui peuvent se payer des voitures, des maisons avec un niveau intellectuel ou d'éducation très faible. Bon, ça veut dire simplement que nous sommes dans un pays de rentiers. Donc vous qui n'êtes pas en position de rente, vous allez vous manifester de temps en temps. Mais
on peut dire aussi qu'il y a des enseignants qui se manifestent beaucoup, mais qui, des fois, leur productivité n'est pas ce que ça devrait être. Bon, mais ils réclament quand même. Les médecins aussi, c'est pareil. Et leur productivité peut-être n'est pas optimale, mais ils réclament quand même. Parce que si le président de la République peut se permettre d'avoir des dizaines de millions par mois, bon, ils vont dire, mais pourquoi pas moi aussi? Et dans la plupart des cas, ceux qui sont à l'aise aujourd'hui, il fallait être en position de rentrer dans la politique et non pas les travailleurs. Donc, le Mali est dans une situation sérieusement inquiétante, mais on a l'espoir qu'on va se relever et se relever comme il faut, Inch'Allah. D'accord. Et vous, M. Dambélé, qu'en dites-vous? Le professeur vient d'évoquer un point qui me semble être d'une importance assez particulière, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde, si vous voulez, la situation des travailleurs au Mali de façon générale, mais plus particulièrement des travailleurs de la fonction publique, il y a quand même un malaise qui se manifeste. Et ce malaise n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis 30 ans, et il l'a dit, il y a ces travailleurs-là qui vivent dans des conditions quand même qui ne sont pas à la hauteur d'un travailleur digne de son nom. Le professeur peut en témoigner. D'il y a 40-50 ans, le prix de pratiquement toutes choses ont augmenté. C'est ce phénomène en économie qu'on appelle l'inflation. Donc la vie devient de plus en plus chère. À côté de cela, le salaire perçu par ces fonctionnaires ne varie pas à s'adapter à cette augmentation de prix-là. Ce qui fait qu'il y a véritablement une crispation qui est là, qu'on constate et qui en dit long sur la situation même de ces travailleurs-là dans la fonction publique. À côté de cela, on constate ça c'est un fait réel. À côté de cela, vous avez quand même un État qui est là, un régime qui est là, un exécutif qui est là, dont le train de vie ne fait qu'augmenter. Et quand même, ça pose des questions. D'un côté, vous avez des gens qui veulent tout simplement vivre décemment, qui veulent tout simplement avoir des salaires à la hauteur d'une vie qu'on peut qualifier de paisible, et pour pouvoir mieux non seulement éduquer leurs enfants, mais aussi s'offrir des soins à la hauteur de leurs aspirations. Et à côté de cela, vous avez une minorité d'élites politiques qui se permettent quand même de s'accaparer de la plus grande part du gâteau, sinon de la richesse nationale. Ce qui fait que c'est incompréhensible pour des gens qui sont instruits, c'est incompréhensible pour des gens qui s'estiment avoir participé à la création de cette richesse-là. Donc, quelque part, c'est révélateur, non seulement, dans un premier temps, des malaises au sein même de la situation des travailleurs au Mali de façon générale, mais aussi des fonctionnaires en particulier. Et d'autre part, ce malaise-là s'entretient tout simplement parce que vous avez en face des individus qui, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'ils ne se soucient pas, mais qui se soucient peu de l'amélioration véritable de ces conditions de vie-là. Donc, encore une fois, moi, je crois que c'est un véritable problème qui concerne même la structure même des travailleurs au Mali. Alors, M. Tounkara, comment sommes-nous arrivés à ce point? Je crois que les facteurs ont été largement évoqués, mais à cela, qu'est-ce qu'on peut concrètement ajouter comme cause profonde, effectivement, de cette récurrence de la grève dans le contexte malien? C'est vrai que si vous prenez de façon générale ces différentes grèves, vous allez vous rendre compte quand même que certaines ont perduré par le simple fait qu'il y a une négligence quant aux demandes sociétales formulées par les différents syndicats. Pour la simple raison, imaginons, quand on parle de la gouvernance, il y a quand même cette capacité que l'élite politique est censée avoir en termes de projection, en termes de planification. On sait quand même quand les élèves sont admis au diplôme d'études fondamentales ou à l'issue du baccalauréat, naturellement, ceux-ci sont orientés dans des établissements à caractère public. Je crois qu'il faut anticiper cela. On n'a pas à attendre des mois et des mois pour qu'il y ait une grève à cet effet. Donc, c'est pour vous dire que tout n'est pas forcément lié, justement, à ces regains d'intérêt qu'ont les acteurs vis-à-vis des conditions décentes, mais parfois, l'élite politique, elle souffre nettement, justement, de cette programmation ou de cette anticipation face aux demandes sociétales. Dans le même temps, je pense que cette récurrence aussi témoigne en suffisance à combien l'élite au pouvoir est en déphasage avec les populations. Vous ne pouvez pas demander à un corps quelconque, si vous voulez, de se contenter avec des miettes, étant donné que vous-même qui êtes aux commandes des choses, vous vivez en toute, si vous voulez, en toute opulence. Donc c'est pour vous dire que si l'élite elle-même n'est pas exemplaire en termes de privation et de sacrifice,
aucunement, elle ne peut demander à une corporation quelconque justement de se contenter. Et parallèlement à tout cela, il faut quand même le rappeler dans le contexte malien, si vous prenez ces différents corps, qu'on soit avec les magistrats ou les enseignants du supérieur ou du secondaire, et même les commerçants, beaucoup de ces acteurs vous diront qu'effectivement, ils se sont entendus avec des gouvernements précédents qui ont pris des engagements, qui ont accepté de satisfaire des points de revendication, et lesquels points, effectivement, une fois que ceux-ci sont remplacés dans leurs fonctions respectives, les successeurs, effectivement, s'en moquent de ces points retenus auparavant. Donc, c'est pour vous dire que au-delà de, si vous voulez, cette conjoncture économique, l'élite politique, elle a quand même une grande part de responsabilité pour la saisie de cette récurrence, justement, de ces grèves à répétition. À cela également, il faut aussi le rappeler. Je crois que fondamentalement, une crise s'est installée aujourd'hui entre les gouvernants et les gouvernés quant à la capacité de l'État à satisfaire les demandes sociétales. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un dénominateur commun entre tous les grévistes, qu'ils soient du domaine de la santé ou de l'éducation ou autre, ceux-ci s'accordent tous à dire qu'effectivement, l'État central s'engage, mais les engagements ne seront jamais tenus. Je crois que dans un État sérieux, lorsque les populations vivent dans ces sentiments justement de suspicion, dans ces sentiments de non-crédibilité, ou en tout cas le fait que les populations ont la ferme conviction que les gouvernements seraient aussi en déphasage ou seraient peu, si vous voulez, intéressés par les revendications qui sont les leurs. Donc c'est pour vous dire que si on n'arrive pas à établir cette crise, en tout cas d'instaurer un cadre d'échange substantiel entre les différents acteurs, lequel cadre doit être franc, si vous voulez, sincère. Et en tout cela, également, il y a quand même un point important pour clore cette partie qu'il faut le rappeler. Si vous prenez ces différents syndicats, ils n'ont pas suffisamment de créneaux leur permettant d'argumenter justement le pourquoi de cette récurrence des mouvements qu'on pourrait qualifier de mouvements sociaux. Et imaginons, les seuls médias qui sont le plus accessibles par l'écrasante majorité des Maliens, ce sont les médias effectivement qui n'admettent pas ou qui admettraient difficilement la pluralité d'expression. Imaginons, prenez le cas des établissements secondaires qui ont quand même passé plus d'un mois en grève. Lesquels établissements secondaires, les médias d'État n'ont pas permis aux populations d'établir justement ce cadre d'échange entre la partie étatique et la partie privée. Donc c'est pour vous dire que dans une démocratie, dans une république, si la pluralité des pensées, la pluralité des points de vue n'est pas autorisée, ou en tout cas n'est pas encouragée, naturellement des frustrations vont être observées ça et là. D'accord. Et professeur Nyang, le gouvernement a-t-il les moyens pour faire face à toutes ces revendications? Oui, le gouvernement a beaucoup d'argent. Le Mali est riche. Le Mali n'est pas du tout un pays pauvre. Tout juste regardez comment ça brille même dans toute l'Afrique avec l'or, le diamant, toutes sortes de pierres précieuses et tout. Mais le problème, c'est un problème humain. Les sociologues vont le qualifier comme il faut. C'est parce que nous avons des gens qui ne se soucient pas du reste. Ils veulent simplement avoir leur part et rester dans cette position-là beaucoup plus et laisser les autres dans la misère pour pouvoir leur donner des fois 1000 francs pour pouvoir acheter leur bois sur 5 ans. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, le Mali ne peut pas avoir 13 mines d'or, je le dis. 13 mines d'or et que ces jeunes-là qui sont là ne soient pas payés à des millions. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils se contentent avec 20% de capital de rétention de richesse et laisser 80% à des sociétés multinationales. Mais aujourd'hui, on aurait dû avoir au moins 45%. Et avec 45%, vous allez avoir beaucoup de Qatar à travers le pays, à travers les 13 collectivités territoriales qui ont des mines. Je dis très souvent, pour Kenya, par exemple, avec 5 ou 6 mines d'or, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'emploi. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais pourtant, si on doit faire la campagne, c'est des milliards et des milliards. Les candidats qui sont nés après 92, là, hein, la démocratie de 92, là, hein, ces gens-là, qui ont permis d'ouvrir les mines d'or au programme d'investissement structurel, et ils peuvent prendre des avions, ils peuvent louer des avions pour faire leur campagne. Et ils peuvent acheter n'importe qui avec de l'argent, mais de l'argent illicitement gagné. Donc, encore une fois de plus, d'après nos calculs, on peut réajuster le salaire des Maliens
et le multiplier par 4 sans problème du tout. Mais, encore une fois de plus, il faut qu'on ait cette génération de leaders qui soient honnêtes avec le peuple malien. Ceux qui sont là maintenant, c'est ma génération, hein. Je l'admets, c'est ma génération. Nous avons trahi le peuple malien. Et ça ne va pas aller trop loin. Un mauvais économiste, il y a des jeunes économistes qui sont là, la tendance qui s'installe maintenant, on va vers ce qu'on a vécu avec Moussa Traoré. Que Dieu nous préserve ça, parce que nous ne voulons pas quand même violer l'article 121 de la Constitution du Mali. D'accord. Et vous, M. Dambélé, qu'avez-vous ajouté aux propos du professeur Niang? D'abord, par rapport à ce que le professeur a dit, moi je crois que d'une part on peut le voir ainsi, tout peut quelque part s'expliquer par une question de gouvernance, bonne gouvernance économique. Le Mali est un pays immensément riche, comme il l'a dit, le sous-sol regorge d'énormes ressources naturelles. Voir encore une fois aujourd'hui un pays avec de tels potentiels de ressources naturelles à un tel niveau de développement, il y a quand même lieu de se poser si toutefois ceux qui gouvernent ne manquent pas de vision stratégique de développement. Je suis tout à fait d'accord de ce point de vue-là. Mais d'autre part, on peut également, lorsqu'on veut voir si toutefois l'État dispose des moyens de financement dans une économie donnée, il y a ce qu'on appelle des indicateurs dits de macroéconomique, qu'on peut essayer de voir la situation de ces indicateurs-là. D'abord, le financement de l'économie, sinon à travers l'État, lorsque un État veut financer l'économie, c'est en deux ou trois axes. D'abord, il y a ses recettes, ses propres recettes, les impôts qu'il est censé prélever sur les agents de l'activité économique. Mais également, au-delà de ces impôts-là, l'État a le pouvoir de s'endetter auprès des acteurs intérieurs, mais également auprès des acteurs extérieurs. C'est ce qu'on appelle la dette intérieure ou la dette extérieure, quand il s'agit des acteurs extérieurs. Rien que pour l'impôt, lorsque nous regardons aujourd'hui les prévisions de couverture, de taux de couverture de l'État sur l'année 2018. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous sommes en novembre. Autrement dit, 11e mois, le taux de couverture, c'est 55%. Donc, aujourd'hui, il nous manque encore 45%. Autrement dit, l'État en matière d'imposition n'arrive pas à atteindre son objectif de 100%. Aujourd'hui, il est à 55%. Pourquoi? Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela. D'abord, il y a ces arrêts incessants ici et là des travailleurs. Parce que l'impôt, c'est sur quoi? En réalité, l'impôt, c'est sur le travail, c'est sur la recherche créée. Si les gens ne travaillent pas, si les travailleurs sont arrêtés, vous en conviendrez avec moi que c'est difficile quand même de prélever cela. Ensuite, il y a également un fait qu'il faut reconnaître. Aujourd'hui, au Mali, il y a ce qu'on appelle des secteurs qui échappent au contrôle de l'État, notamment l'informel. Aujourd'hui, l'informel échappe. Il n'y a pas un instrument de mesure correcte du secteur informel. Pourtant, c'est le moteur même de l'économie malienne. Quand vous vous rendez par exemple au grand marché de Bamako, vous regardez, vous verrez ici à gauche des gens qui vendent des yougou, à côté des gens qui vendent des bananes, d'autres d'oranges, d'autres des papayes. Donc c'est réellement ceux-là qui sont vraiment des vrais acteurs de l'économie. Mais pourtant, des vrais acteurs de l'économie au sens où ils créent des richesses. Pourtant, les richesses dont ils créent ne sont pas taxées. Il n'y a pas d'impôt sur ces choses-là. Au-delà aussi, il y a des exonérations. L'État, depuis bientôt 10 ans, avec leur système de pouvoir attirer davantage les investisseurs étrangers, l'État s'est permis d'effectuer certaines exonérations en demandant à certaines entreprises de ne pas payer l'impôt jusqu'à ce que l'entreprise soit bien installée. Donc tout ça, ce sont des sommes qui échappent à l'État. Lorsqu'on regarde tout ça, on voit qu'aujourd'hui, parmi l'objectif de recouvrement, nous sommes aujourd'hui qu'à 55, donc 45% qui nous manque. Il est clair que même s'il y a de l'argent dans la caisse de l'État, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'il espérait. Premier des aspects. Second des aspects, c'est également du fait qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons, qui peut nous confirmer d'ailleurs que l'État est en situation de difficulté, c'est justement les anticipations d'impôts avec les sociétés minières. Aujourd'hui, imaginez qu'il y a deux secteurs au Mali, l'hydrocarbure et les sociétés minières qui ont déjà payé leur impôt du premier trimestre de 2019. C'est-à-dire qu'ils ont déjà payé les impôts qu'ils sont censés payer au premier trimestre 2019. C'est pourquoi vous avez à la pompe, ils se permettent par exemple avec l'essence d'augmenter 20 francs CFA.
Pourquoi? Justement parce qu'ils n'ont pas de pression à recevoir de l'État malien. Déjà, c'est eux qui ont de l'argent avec l'État. Donc, lorsqu'on regarde tout ça aujourd'hui, on s'est dit quand même que, quelque part, l'État a des situations de difficulté. Et même, c'est vrai que nous venons de quitter dans une phase électorale. On a vu comment est-ce que les choses se sont déroulées ici et là. L'argent, quand même, a coulé de plusieurs côtés. On s'est dit, mais quelque part, d'où sortait tout cet argent-là? Moi, je ne dirais pas que dans la caisse nationale, mais il y a lieu de se poser la question, d'où venait tout cet argent-là? Ça, c'est une analyse d'une part. D'autre part, lorsqu'on regarde, qu'on nous dit aujourd'hui que l'État est en situation de difficulté, là, je sors vraiment de l'analyse scientifique économique. On nous dit aujourd'hui que l'État est en situation de difficulté. Pourtant, vous avez 34 postes ministériels, on n'a supprimé aucun de ces postes ministériels. Lorsqu'on nous dit aujourd'hui que l'État est en situation de difficulté, vous avez un président qui voyage dans un avion qui nous coûte 20 milliards de francs CFA. Pourquoi ne pas vendre tout simplement l'avion si réellement l'État est en situation de difficulté pour subvenir notamment aux besoins des professeurs de secondaire? Mais pensez-vous cela possible? À Malawi, ça s'est passé. La présidente de Malawi a vendu son avion pour subventionner l'agriculture. Mais est-ce que les réalités sont les mêmes? Elle l'a vendu parce que son État était en situation de difficulté. Aujourd'hui, si on soutient que l'État est en situation de difficulté et qu'on nous demande aux travailleurs, aux syndicats de fournir l'effort de venir faire le boulot parce que l'État est en difficulté, moi je crois que l'exemple doit venir d'en haut. Aujourd'hui, lorsque votre président voyage, il est dans des hôtels qui nous coûtent quand même des milliers et des milliers de francs CFA. Un poste ministériel, c'est avec des délégations, avec des chefs de cabinet, avec des véhicules, avec de l'essence, avec des primes de mission. Ce sont des sommes quand même colossales. Pourquoi nous n'allons pas commencer tout simplement à supprimer justement certains postes ministériels qui aujourd'hui peuvent être, si on peut se dire, carrément inutile, et aussi que le président puisse commencer à diminuer son propre train de vie. Comme ça, je suis certain que les Maliens, les travailleurs maliens, les fonctionnaires fourniront d'efforts pour pouvoir remonter la pente. Donc, d'une part, l'analyse scientifique peut effectivement nous permettre de dire que l'État est en situation de difficulté, mais si on sort de cela et qu'on regarde comment est-ce que les choses se déroulent, on se pose la question, même si l'État est en difficulté, le peu qui nous reste, est-ce que ce n'est pas gaspillé ici et là? Et vous, M. Tunkara? Bon, je ne pourrais pas m'inscrire dans les gymnastiques économiques. Oui, mais est-ce que cela affectera la population? Non, naturellement, il est quand même important que lorsqu'on demande aux populations de concentrer des efforts, notamment des privations et des sacrifices, l'exemplarité de l'élite, elle est fondamentale. C'est ce qui pose problème d'ailleurs quand vous écoutez les différents syndicats, que ce soit sur la magistrature ou l'enseignement supérieur, même des commerçants. Et ils font tous ces liens toujours établis entre ce que les populations lambda vivent comme calvaire et la manière dont l'élite au pouvoir, effectivement, vit en toute opulence. Je crois que fondamentalement, du point de vue sociologique, lorsqu'on saisit davantage cette récurrence des mouvements sociaux, elle questionne effectivement la gouvernance de façon tout à fait pointue, parce qu'on a quand même une gouvernance qui ne pourrait pas justement être exemplaire vis-à-vis du citoyen lambda. Car regardez le train de vie des parlementaires, des députés, celui des différents membres du gouvernement, même en commençant par le chef d'État, effectivement, ces différents acteurs qui sont aux commandes aujourd'hui ne rassurent pas les syndicats, justement, à revoir à la baisse les différentes revendications soumises à elles. Direz-vous que toutes ces revendications-là sont légitimes? Et reconnaissons d'emblée que quand on est travailleur syndiqué, le fait d'aller en grève est un droit fondamental, justement, que la Constitution nous le confère. Mais au-delà de cette capacité qu'ont les acteurs d'aller en grève, je crois que les grèves doivent être quand même réglementées. C'est ce qui est parfois quand même reproché à certains syndicats, qui est d'assurer un minimum quand même de services. On a vu avec les acteurs de la santé, sur l'enseignement supérieur, et même au niveau fondamental également, que ce minimum qui est quand même exigé aussi au nom de la constitutionnalité, ce minimum n'a pas été à tous égards effectivement respectés par les différents syndicats. Mais dans le même temps, et si vous prenez également les textes, vous prenez par exemple le cas de l'UNSPO aujourd'hui, qui est en grève, l'école normale supérieure, qui est en grève illimitée par le seul fait que le syndicat de ces établissements estime que les textes qui est censé
si vous voulez, réglementer la nomination du directeur n'ont pas été respectés par la partie gouvernementale. Donc c'est pour vous dire que tout n'est pas forcément lié à des revendications pécuniaires, à des revendications qui auront pour nom de l'argent. Je crois que fondamentalement, il y a une belle dose de la négligence qui est parfois constatée quant au traitement justement des différentes doléances soumises ça et là. Mais dans le même temps, il y a quand même, il est important de le répéter, nous ne sommes pas dans la programmation. On n'a pas besoin d'être démographe pour se rendre dans l'évident que dans 10 ans, au regard des routes que nous avons, naturellement, on va avoir des soucis. Et faisons un tour dans nos différents centres de santé. On n'a pas besoin d'être un agrégé en médecine pour se rendre compte qu'effectivement, il y a un déficit du personnel médical à ce niveau. Donc, c'est pour vous dire que l'élite politique malienne, effectivement, elle n'est pas dans cette projection. Or, une des forces, justement, des économies florissantes, elles ont eu la chance, justement, d'avoir des acteurs capables de se projeter. Mais nous sommes tellement dans l'instantanéité, à tel enseigne qu'on se demande si toutefois, nous pensons aux générations à venir. Parce qu'il est quand même important qu'on se dise que le Mali ne va pas se résumer à un seul quinquennat ou à une seule personne ou à un seul système. Il est extrêmement important qu'on accepte d'ouvrir les champs de réflexion, qu'on accepte justement, nous-mêmes qui sommes, si vous voulez, dirigeants, de donner les bons exemples justement aux populations qui aspirent justement à, quand même, à un minimum de confort. Il est quand même important, le professeur l'a rappelé. On ne peut pas faire un bac plus 8, un bac plus 5 ou même passer par un établissement à caractère professionnel et vivre quand même dans une misère absolue. Tel n'est pas du tout le souhait d'un acteur. Donc je crois qu'il est extrêmement important qu'il y ait ce maillage entre l'élite politique, effectivement, et les conditions réellement vécues par les populations, notamment celles qui sont loin aujourd'hui de commandes. Donc, pour faire simple, les privations et les sacrifices ne peuvent être l'apanage de la population que si seulement si l'élite au pouvoir accepterait de les appliquer sur elle-même d'abord en premier lieu. C'est dans cela qu'on peut demander aux autres de faire des efforts, mais vous ne pouvez pas demander à un apprenti sautrement, effectivement, de sacrifier une partie de son revenu journalier parce qu'effectivement, les caisses de l'État éprouvent des difficultés. Étant donné que vous qui êtes aux commandes, vous vivez dans des villas somptueuses, vous effectuez des déplacements qui sont autant coûteux au continent. Donc vous voyez que finalement, il y a un paradoxe entre ce que l'élite demande aux populations et ce qu'elle-même traverse en termes de son agir, en termes de vivre ensemble, en termes de tous autant de confort auquel elle tient autant. D'accord. Et professeur Nyang, selon vous, est-ce qu'on pourrait, le Mali peut compter sur l'aide de l'Union européenne, les États-Unis, la Banque mondiale ou la FMI? Ils ont des problèmes. La France est sur une politique de revenu universel. Parce qu'aujourd'hui, il y a la rareté des ressources naturelles. Donc, il n'y a pas de possibilité de création de richesse. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils vont venir chez nous, travailler avec nous et avoir de la richesse ici. Maintenant, si toi, tu vas les chercher, ce qu'ils ont pris de ta poche, ils vont prendre un peu de ça pour te remettre. Ce n'est pas la peine. Il faut qu'on se réajuste et que nous soyons maîtres des capacités de création de croissance économique dans nos pays, et puis dans le cadre d'un modèle de globalisation. C'est ce que nous avons proposé au gouvernement, mais le gouvernement a pour ennemi les 3 personnes qui sont là. C'est-à-dire les chercheurs, ils ne veulent pas les voir. Ils ne veulent pas les voir parce qu'on leur montre la lumière et ils veulent être dans l'obscurité. Donc c'est un problème réel. Et puis même si on veut voir les choses comme il faut, la grève par arrêt de travail est là, mais ce qui est la source de perte réellement, c'est parce que les gens sont mal payés, que les gens ne travaillent pas à productivité. Ou l'enseignant, il vend ce qu'il ne doit pas vendre, il achète ce qu'il ne doit pas acheter, et finalement, la perte est beaucoup plus grande dans ça. Parce que si les élèves, les étudiants ne sont pas bien formés, ça c'est encore plus grave que l'arrêt tout juste, honnêtement dire, bon, on ne travaille pas. Mais travailler et ne pas travailler, c'est encore plus grave. Les médecins, c'est pareil, ils sont à leur poste. Si tu ne fais pas attention, les médicaments que tu as achetés, on te le vole. Hein? Et puis bon, tu peux mourir ou autre. Mais tout ça, ce sont des pertes. Mais les gens sont à leur poste.
Donc il ne faut pas qu'on voit simplement une question d'arrêt de travail. Les magistrats, si vous permettez une seconde, les magistrats nous ont dit l'année dernière, aidez-nous à sortir du vol. Nous sommes conscients que nous volons. Mais si vous nous aidez pour que notre président de la Cour suprême ait 5 millions par mois, et puis nous autres aussi 2 millions, machin, bon, ils ont fait des calculs. Ils ont dit, si on a ça, nous, on va juger comme il faut. Mais le fait qu'ils ne jugent pas comme il faut est une perte énorme pour l'économie nationale. Beaucoup de gens ne peuvent pas venir investir dans l'agriculture aujourd'hui à cause de l'insécurité foncière. Bon. Donc, si c'est résolu ça, on va employer énormément de personnes avec les dernières technologies du monde, mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce que tu sais impertinemment qu'ils vont regarder ton champ, ils vont dire, ah, il a beaucoup investi, hein. Allons-y le taper dessus. Et peut-être qu'on va avoir un peu plus. Bon, voilà un peu ce qui est au-dessous aussi, au-delà de la grève, ce que nous avons comme source de perte de dignité, d'argent et tout. Bon, le sociologue là, il peut bien élaborer sur ça, mais la dignité aujourd'hui des Maliens est en difficulté parce que simplement on ne paye pas les gens honnêtement. D'accord. Et vous, Monsieur Dambélé, le professeur Niang vient de nous invoquer quelques dessous de table de toute cette situation. Qu'en dites-vous? Par rapport aux aides des puissances extérieures, selon des organisations extérieures, notamment l'Union européenne, la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international, au-delà de ce que le professeur vient de dire, que c'est à la limite, quand même, ça touche notre dignité de vouloir les quémander ailleurs, moi je crois qu'il faut comprendre que les économies aujourd'hui sont interliées. Les dépenses des uns sont les revenus des autres. Mais ce qui gêne beaucoup, c'est qu'il faut reconnaître que dans la situation actuelle où nous nous trouvons, ceux qui nous prêtent de l'argent, ils ont des critères, notamment la bonne gouvernance économique. Qui ne se rappelle pas en 2014, cette sortie des travailleurs du Fonds monétaire international en disant qu'ils vont couper carrément leur aide parce qu'ils ont entendu qu'il y a un avion présidentiel qui a été acheté et qu'ils ont l'impression que l'argent aurait été pris dans une de ces dettes qu'ils nous ont accordées. Au-delà de cela, en 2016, d'ailleurs, on se rappelle que ce même État malien voulait émettre, si vous voulez, des emprunts obligataires sur le marché de la sous-région. On nous a refusé cela parce que notre ancienne dette avait des difficultés de remboursement. Pour vous dire que même pour être aidé par ces organisations internationales, il faut obéir à un certain nombre de responsabilités de bonne gouvernance. Donc le travail commence de l'intérieur. Il va falloir encore une fois qu'on donne l'exemple pour qu'on puisse voir au sommet de l'État, au sommet des vrais dirigeants de Bamako, qu'il y a une vraie volonté de vouloir créer de l'argent. Je vais juste m'arrêter sur un point qui est vraiment essentiel. La dette en économie, ce n'est pas un problème. En soi, la dette en soi en économie, ce n'est pas du tout un problème. Partout dans l'histoire même de l'économie, la dette est une vieille question qui existe. Les États-Unis d'Amérique, qui sont une première puissance économique aujourd'hui, sont l'un des États les plus endettés au monde, avec plus de 1400 milliards de dollars. Pourtant, ils sont première puissance économique. Qu'est-ce qui fait cela? Cela est dû tout simplement qu'il y a un retour sur investissement. Autrement dit, quand ils s'endettent, ils investissent de l'argent, ça crée de la recherche. Ce n'est pas notre cas chez nous. On peut être aidé par ces organisations, comme vous venez de le demander, mais tant qu'on ne parvient pas à faire créer de l'argent par de l'argent, à créer de la recherche par de l'argent, on va toujours se retrouver dans cette même situation. C'est un retournement perpétuel. Les choses ne vont pas changer. Donc encore une fois, s'endetter pour ne pas travailler avec l'argent et se le partager en pacha, ça ne va rien amener. Alors, M. Tunkara, le Mali a-t-il déjà vécu une telle situation auparavant? Je crois que fondamentalement, l'endettement est quelque chose quand même de régulier pour qui connaît l'état du Mali, depuis le président Modibo Keïta jusqu'à l'actuel président. Ils l'ont dit à juste titre, il n'y a pas un État qui serait à l'abri d'endettement. S'endetter est tout à fait quelque chose d'essentiel pour la marche d'une économie nationale. Mais fondamentalement, l'usage qui est fait de l'argent emprunté qui pose problème dans nos États africains de façon beaucoup plus générale. Sinon, quand on prend des pays comme la France, l'Allemagne et les États-Unis, sont effectivement aussi endettés. Mais dans le même temps, on oublie très souvent que
Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a une montée quand même du populisme dans ces différents États. Vous prenez tous ces flux migratoires, tous ces bruits autour de la migration clandestine, tous ces bruits autour de l'étranger ou de l'autre. En fait, je peux vous dire que ce sont aussi des contribuables français, allemands et américains qui demandent des comptes justement à l'élite politique pour dire qu'effectivement, vous nous prélevez des impôts, lesquels impôts sont justement censés aider des pays en voie de développement, mais on se rend compte qu'au bout du tunnel, au lieu que ces pays amorcent le décollage, ils ne bougent pas. D'ailleurs, pour une anecdote, j'ai un collègue qui s'est rendu en France, effectivement, dans le cadre d'un projet de recherche où son responsable d'accueil lui demandait: vous avez de l'or, hein? Enfin, à la limite, pour dire que j'ai du mal à vous suivre, vous venez nous demander de l'aide, d'autant plus que vous avez une telle quantité d'or qui est quand même extraite annuellement. Et finalement, on se rend compte que s'endetter n'est pas du tout mauvais en soi, mais l'usage qui est fait des dettes contractées, c'est cela, effectivement, tout le problème dans le contexte malien. Si vous regardez aujourd'hui avec une attention particulière, nous aimons chaque fois rappeler que le Mali est un grand pays, le Mali est un pays de dignité, c'est n'importe quoi, parce que je ne peux pas comprendre un pays à moins de 60 ans qui a connu quand même plus de 4 rébellions, vous êtes toujours dans cette nostalgie. Je ne peux pas comprendre qu'un pays, pour payer ses fonctionnaires, est même obligé de faire recours à l'aide étrangère pour même sa propre sécurité, est obligé de solliciter l'autre. C'est pour vous dire qu'il faut que les gens sortent de cette, si vous voulez, de cette dimension noétique d'un Mali de grandeur, d'un Mali de dignité. La dignité d'une État-nation aujourd'hui, dans le contexte actuel des choses, effectivement, se mesure par ses capacités à apporter des solutions durables aux problèmes auxquels il fait l'objet. Mais dans le cas malien, effectivement, vous prenez tous les secteurs sans exception, que ce soit l'éducation, la santé, des domaines aussi régaliens tels que la sécurité, tout cela est assuré aujourd'hui par l'autre. Comment voulez-vous vous targuer de votre dignité tronquée? Comment voulez-vous brandir à chaque fois qu'on parle de la gouvernance? Le Mali est un pays de grands hommes. C'est n'importe quoi. Il est extrêmement important qu'on sorte de ce sentiment de nostalgie, de faire face à l'évident, lequel évident a pour nom qu'effectivement, tout cet argent perçu ça et là, qu'on fasse un usage escient, un usage tout à fait cohérent et rationnel de cet argent perçu de l'étranger, notamment surtout cet argent aussi qui est quand même issu de l'économie locale. Tous ces impôts qui sont collectés ça et là, ce n'est pas pour rien que d'ailleurs dans le monde rural parfois, certaines populations résistent à la collecte des impôts par le simple fait qu'elles ont l'impression que l'argent perçu n'est pas utilisé de façon cohérente. Donc je crois que fondamentalement, cette crise de gouvernance entre l'élite au pouvoir, l'électorat, elle est quand même une réalité. Il faut qu'on sorte de ce déni et pouvoir établir déjà à partir du local cette confiance. C'est partant de là que l'étranger également ou l'autre peut également nourrir davantage d'ambition vis-à-vis du Mali et investir sans s'inquiéter. Alors, professeur Nyong, comment rehausser l'économie du Mali? Le président de la République s'enorgueille pour dire que le Mali est un pays à croissance économique, 3%, 5%. Hein? Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que le Mali est à la 182e place de l'indice de développement humain. Hein? C'est ça qui est dramatique. Vous avez le tableau de l'indice de développement ici. Eh bien, le Mali est vers la fin. Il n'y a que 5 ou 6 pays au monde qui soient au-dessous du Mali. Sans plein conflit d'air. Oui, absolument. Maintenant, ce qu'il faut tout juste en ce qui concerne notre capacité d'avoir accès au marché financier mondial, ce n'est pas le FMI, la Banque mondiale, qui sont appelés à disparaître d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, l'or du Mali, de Morila, de Loulo et de Gungoto, nous donnait accès à 10 milliards de dollars de capitalisation sur le marché financier mondial. Mais c'est dissimulé, c'est la société qui exploite, étrangère, qui est enregistrée dans un paradis fiscal, qui a cette manne financière. Quand le Mali avait besoin de 4 milliards seulement pour payer sa part dans le capital d'investissement de cette mine, eh bien, il a dit quoi? Payez pour moi, et puis tout ce qui va sera comme entrée. Avant de me payer, payez-vous d'abord.
c'est une irresponsabilité totale. Non seulement vous n'êtes pas au courant de la production d'or, la richesse qui est générée, vous ne la contrôlez pas, vous n'êtes pas dans le conseil d'administration de ceux qui gèrent dans le paradis fiscal. Et ceux qui sont dans le conseil d'administration local sont tous des rentiers. Ils ne cherchent qu'à avoir leur per diem et puis bon, dire à ces gens-là, ah, j'ai un peu de difficulté et on leur donne de l'argent. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un système de mauvaise gouvernance. Une mauvaise gouvernance sociale et culturelle, une mauvaise gouvernance économique et d'entreprise, une mauvaise gouvernance sociale et administrative et politique, et une mauvaise gouvernance régionale et globale. Mais oui, on est en train de se sortir. Je peux vous garantir que la crise actuelle que nous avons ne nous permet pas de continuer. Ça va nous permettre plutôt de sortir et de voir un État prééminent qui est le Mali. D'accord. Et vous, M. Dembélé, en termes de solutions? Je crois que tout revient en tout cas à cette question de bonne gouvernance économique. Moi, au-delà de ce que le professeur a dit, moi je crois qu'il faut d'abord commencer par, si vous voulez, diminuer le train de vie de l'État. Moi, aujourd'hui, quand vous regardez une voiture V8, c'est au minimum 80 millions de francs CFA. Le parc national d'automobiles en compte jusqu'à 200 et quelques de V8. Et ce sont ces ministres-là, avec leur délégation, qui roulent dedans. Première des choses, diminuer avec ces trains de vie de l'État-là, à commencer par le budget de fonctionnement du palais, de l'Assemblée nationale, de la primature, de la Cour suprême s'il le faut, de la Cour constitutionnelle, que les 8 premières institutions de l'État se sacrifient quand même, parce qu'avec cette réduction-là, ça va nous permettre de faire des surplus budgétaires qui pourront ailleurs servir à des investissements, mais aussi promouvoir le secteur privé. Il faut le dire aujourd'hui, sans savoir froid dans le dos, aujourd'hui, c'est 25% de nos universitaires maliens qui sont programmés au chômage. Chaque année, ceux qui terminent leur université, 25% d'entre eux sont certains de ne pas avoir de l'emploi. Et ça ne sert à rien de dire, l'État ne peut pas prendre tout ça en charge. Donc il faut davantage promouvoir le secteur privé avec un système d'imposition fiscale qui est beaucoup plus attirante, non seulement qui bénéficie à l'État, mais aussi qui, si vous voulez, stimule le secteur privé. Et pour terminer, il faut davantage axer sur le capital humain. La transformation d'un pays passe par la compétence. On parle des richesses naturelles aujourd'hui au Mali. Le Japon n'a rien. Le Japon n'a pas de pétrole ni d'or, absolument rien. Aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus développés au monde. Pour vous dire qu'à travers le capital humain, la compétence, on peut évidemment s'en sortir. Et quel sera le rôle de la société en termes de piste de solution? Ça, c'est important, que la société comprenne qu'effectivement, elle a le plein droit de revendiquer, mais dans le même temps, elle a aussi quand même un devoir à accomplir. Et moi qui suis enseignant, j'ai le plein droit qui m'est conféré par la Constitution de revendiquer, mais dans le même temps, j'ai quand même des heures que je suis censé les dispenser en termes de cours. Mais si vous prenez également ces grévistes, majoritairement, ils ne sont pas aussi dans la légalité vis-à-vis des fonctions qui sont les leurs. Pour la simple raison que des médecins qui demandent plus de conditions, c'est qui est tout à fait légitime. Mais ceux-ci ne sont jamais à leur poste déjà, ou même s'ils le sont, en tout cas, les fonctions qui leur sont confiées sont mal accomplies. Et prenez également les enseignants, effectivement, qui passent le plus clair de leur temps entre les établissements à caractère privé. Comment pouvons-nous être dans une telle posture aussi revendicatiste et dans le même temps ne pas être orthodoxe vis-à-vis de nous? Je crois qu'il est important qu'on reconnaisse que l'État a une part de responsabilité importante à ces stades de choses, mais dans le même temps, nous, acteurs qui sommes derrière ces différents syndicats, nous avons quand même notre partition à jouer. Et pour ce faire, il est extrêmement important que les différents syndicats de tous corps confondus comprennent que revendiquer est un droit, mais accomplir aussi son devoir est plus qu'une exigence vis-à-vis de l'éthique, vis-à-vis de la morale professionnelle aussi. Merci. Cela me fait à ce débat sur l'impact des grèves intempestives sur l'économie du pays. Un grand merci à nos invités, le professeur Abdoulaye Niang du Centre de recherche Séné, Khalid Dembélé du Centre de recherche d'analyse politique, économique et sociale, Ali Tunkara, sociologue. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Noundjiré. La régie est assurée par Mamadou Ouattara. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.